Je vais vous présenter donc la dermatite à Lyngbyia majuscula, qui est une nouvelle pathologie décrite en Nouvelle-Calédonie. Les proliférations d'algues nuisibles sont en augmentation dans le monde. Vous avez certainement entendu parler des algues vertes en Bretagne. Il y a une semaine, il y a eu une pollution aux hydrocarbures qui en fait était un dépôt d'algues toxiques massif. Il n'y a pas eu de conséquences sanitaires. En revanche, à Lifou, il y a 3 ans, en 2017, on a mis en évidence une nouvelle pathologie décrite en Nouvelle-Calédonie, qui est peu connue, qui est la dermatite à Lyngbyia majuscula. Le point de départ de cette découverte, c'est 3 consultations successives de personnes qui avaient la particularité d'avoir tous des lésions flicténulaires des parties génitales. Elles s'étaient toutes baignées dans la baie de Châteaubriand et une des personnes mentionnait la possibilité d'un contact avec une petite zone d'algues au moment de la baignade. Étant sur le territoire depuis 4 ans, je n'avais jamais vu de telle chose, donc j'ai fait une recherche bibliographique et je suis tombé sur un article de 1958 qui décrit la seaweed dermatitis à Hawaï, où les lésions étaient vraiment strictement comparables. Nous avons été sur la plage, retrouvé la zone d'algues, on a fait des prélèvements qu'on a envoyés à l'IRD et qui a confirmé qu'il s'agissait d'une cyanobactérie de type Lyngbyia majuscula. En discutant avec des collègues et des amis, je me suis rendu compte que ce n'étaient pas des cas isolés, que j'ai pu rassembler une vingtaine de cas. Et j'ai donc prévenu la DAS qui a fait fermer la plage de Châteaubriand. Le problème, c'est que cette plage est quand même une plage très fréquentée. Il y a une base de voile, il y a un hôtel touristique, il y a aussi beaucoup de croisiéristes australiens qui viennent s'y baigner. Et donc, avec la province des îles Loyauté et à l'aide de l'IRD, on a fait une enquête épidémiologique, clinique et environnementale. Pour 3 raisons. D'une part, essayer d'évaluer le risque, essayer de comprendre un peu la cause de ce problème, et puis voir l'ampleur, et enfin, surtout, décrire la maladie, parce que finalement, les publications médicales sur cette pathologie sont assez pauvres. Donc l'IRD s'est bien impliqué et a même développé un programme, le projet Cyclade, sur un recensement un petit peu des cyanobactéries en Nouvelle-Calédonie, mais aussi dans le Pacifique, avec l'aide du Fonds Pacifique. Ils ont fait aussi travailler un étudiant sur ce sujet. Donc après un petit rappel général sur la dermatite à Lyngbyia, enfin sur la Lyngbyia majuscula essentiellement, je vous exposerai les résultats de cette étude. La Lyngbyia majuscula est une cyanobactérie qui pratique photosynthétique. Elle est aussi appelée algue bleue. En aspect macroscopique, elle ressemble à des cheveux très fins de 30 cm. Je vais vous montrer des photos après. On retrouve à l'aspect microscopique, l'aspect macroscopique avec ce filament et puis une série de piles d'assiettes en fait, qui sont les organites de photosynthèse. C'est une cyanobactérie, une algue qui pousse sur le fond. On dit qu'elles sont de type benthique, à la différence des algues pélagiques, ce qu'il y a eu à Nouméa il n'y a pas très longtemps, qui flottent plutôt entre 2 eaux. Ces cyanobactéries, comme de manière générale toutes les cyanobactéries, produisent des toxines, beaucoup de toxines. On en connaît chez la Lyngbyia plus de 80. Donc il s'agit bien d'une dermatite toxique et pas infectieuse, même si on est dans la session d'infectiologie. Au niveau anapath, c'est une dermatite de type vésiculeuse. Et au niveau physiopathologie, elle touche la protéine kinase C et elle est même considérée comme un facteur protumoral. Il faut savoir que cette cyanobactérie, elle est présente naturellement dans les lagons de Nouvelle-Calédonie. On en trouve toujours à quelques petits pourcentages sur les coraux à différents endroits. Le problème, c'est quand elle se multiplie de manière intense. On appelle ça une efflorescence. En anglais, le terme scientifique consacré, c'est un bloom. Et c'est à ce moment-là où, quand elle est extrêmement présente, que l'exposition peut avoir lieu. Je vais vous montrer donc quelques photos de cette cyanobactérie sous l'eau. Donc, c'est des tapis d'algues vert olivâtre qui peuvent pousser sur des coraux, mais aussi sur du sable. Et il faut savoir que la couleur évolue plutôt vers le noir quand elles sont un petit peu plus vieilles et parfois le grise. Il est intéressant aussi de connaître l'aspect en bord de plage, on verra pourquoi. Donc là, sur un temps calme, effectivement, on voit cette zone noirâtre. D'ailleurs, elles avaient été appelées dans la presse les algues noires. Quand la mer est un petit peu plus agitée, ça peut paraître beaucoup plus banal. En tous les cas, elles ne sentent pas mauvais et donc elles paraissent quand même assez inoffensives. Ici, c'est intéressant de regarder les dépôts. On voit que ça ressemble à des petites touffes de cheveux sur la plage. Là, je vous ai montré cette photo parce que c'est des algues qui poussent sur d'autres algues, sur des coraux, sur d'autres algues. Et donc, en fait, la Lyngbyia, ce sont les petits filaments fins.
Et l'autre branche, c'est une autre algue, mais qui n'a rien à voir. Et enfin, voilà un dépôt assez classique qu'on a quand elles sont vraiment très présentes en bord de plage. On va voir maintenant dans le monde un petit peu où est-ce qu'elle a été décrite, en tous les cas au niveau où est-ce qu'elle a posé des problèmes médicaux. Donc ici, c'est la Nouvelle-Calédonie. Donc on a donc à Hawaï, en 1958, à plusieurs reprises, sur plusieurs plages, plusieurs épidémies de dermatite ont été décrites. Au Japon, à Okinawa, en 1968. Et la dernière publication médicale, c'est en Australie, dans le Queensland, à Moreton Bay. Il y a eu plusieurs aussi épisodes d'efflorescence. Et dans les littératures francophones, on retrouve un document de l'ARS où à Mayotte, effectivement, sur une plage, elle s'est fortement développée. Ils ont dû fermer la baignade, mais il n'y a pas eu de conséquences sanitaires. C'est sur cette diapositive, je vais vous expliquer un petit peu les facteurs de développement d'un bloom, donc d'une efflorescence. Il y a 3 facteurs principaux, des nutriments, phosphate, le fer, l'azote, enfin les nitrates, la température de l'eau et l'ensoleillement. Je vous rappelle, c'est des bactéries photosynthétiques. Donc, quand ces 3 facteurs sont présents, la Lyngbia peut se développer sur le fond. Au bout d'un moment, son cycle de vie un peu naturel, favorisé par la photosynthèse, il va y avoir une certaine flottabilité qui va apparaître parce que le gaz carbonique va se former à la base des tiges et elles vont se décoller et elles vont se mettre à flotter. Les vents dominants vont les ramener en bord de plage. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'à Hawaï, ce qui est le cas aussi à Lifu, elles ont été décrites uniquement sur des plages au vent de l'île. Il y a un autre phénomène qui apparaît quand elles sont au bord de plage. Elles sont, d'après les biologistes marins, un peu stressées et du coup, elles vont sécréter beaucoup plus de toxines. Donc, il y a encore la température, l'ensoleillement et on pense que des vents calmes particulièrement peut-être favorisent plutôt le maintien des toxines un petit peu sur place. Et c'est vrai que c'est ce qu'on a eu l'impression d'observer à Lifu. C'était par temps très calme qu'il y avait peut-être beaucoup plus de cas. Derrière tout ça, c'est des phénomènes naturels, ces 3 facteurs, mais l'homme peut interagir, en particulier au niveau des nutriments. L'urbanisation du littoral favorise des déchets des eaux usées et peut enrichir un petit peu le milieu en phosphate ou de l'agriculture avec les phosphates. Et évidemment, il a un rôle sur le réchauffement climatique. 3 modes d'exposition sont connus. Le premier, c'est celui qu'on va décrire dans l'épidémie de Lifu, c'est la baignade. Elle va donner des dermatites et des kératites, on le verra un petit peu plus tard. Mais il y a aussi une possibilité d'inhalation par aérosol sur des plages où les mers sont assez agitées avec une brumisation et donnant ainsi des irritations des voies respiratoires, de l'asthme, de l'asthénie et des céphalées. C'est ce qui a été décrit sur certaines plages en Australie. Il y a aussi un risque alimentaire par consommation d'algues. Dans des restaurants branchés à Hawaï, il y a eu des cas qui ont été décrits. Alors, ce ne sont pas les Lyngbia qu'on mange directement, c'est d'autres algues, mais on a vu qu'elles poussaient sur d'autres algues et elles donnent des symptomatologies à type de gastroentérite. Il y a des formes beaucoup plus sévères, mortelles, avec des intoxications majeures, avec des décès, souvent dans des cas familiaux, sur des consommations de viande de tortue. Les 2 derniers points, le 2 et 3, de mode n'étaient pas vraiment importants à Lifu. On consomme peu de tortue. Par contre, il y a des purges traditionnelles. Donc, c'est vrai que pendant cette épidémie, on avait conseillé aux chefferies d'éviter les purges traditionnelles, parce qu'ils absorbent un petit peu des quantités d'eau de mer pour se purger. Rapidement, il y a aussi un impact sur la faune et la flore marine, avec un phénomène d'eutrophisation. On va dire que c'est une espèce d'asphyxie un petit peu du fond marin. Et des articles qui montrent aussi que des populations de dugongs et de tortues ont pu être touchées. Alors, en fait, ce sont des animaux brouteurs et qui vont s'intoxiquer. Et une pathologie cancéreuse a pu être aussi évoquée sur la fibropapillomatose chez la tortue. Pour l'étude épidémiologique, nous avons utilisé une définition de cas tirée de la littérature. Il y a d'abord un délai d'apparition, parce que les lésions apparaissent dans 3 jours maximum, une exposition, une unité de lieu, donc en l'occurrence c'était la baie de Châteaubriand, à l'occasion d'une baignade, d'un contact avec des algues ou d'un contact avec du jus d'algues, on verra tout à l'heure pourquoi. Et les signes cliniques sont ceux de la littérature. Il y a des localisations, mais en gros c'est cutané, mais surtout au niveau des parties génitales, muqueuses parfois et oculaires. Les lésions et les symptômes sont de type de papules, vésicules, phlyctène, érythème, sensation de brûlure, conjonctivite ou kératite. Et évidemment, un diagnostic différentiel qui exclut d'autres pathologies et l'identification de l'algue présente sur les zones. On va voir maintenant sur le territoire quelle a été l'ancienneté. Alors on a regardé un petit peu dans nos bases de données et on a interrogé un peu la population. Vraiment, c'est la première fois que ça arrivait à Lifu, de mémoire d'habitants, et puis dans la base de données médicale.
J'ai 2 témoignages avec des lésions assez typiques. Un cas à Nouméa, il n'a pas pu me rappeler l'année. Par contre, de manière plus précise, en 2015, une dame, effectivement, avec des lésions très typiques à Poé, qui semble effectivement avoir eu un cas. Alors là, les points orange, ce sont les endroits où je n'ai pas pu prouver, évidemment, l'identification de l'algue. L'ampleur de l'épidémie, ça a été important. À Lifou, il y a eu 83 cas décrits. Si on s'intéresse maintenant à l'évolution, ça a eu lieu en 2017-2018. Il n'y a pas eu de cas les 2 dernières années. Par contre, j'ai documenté un cas prouvé avec une identification de l'algue sur la plage de Netarawa, c'est un petit peu au sud de Ponériouin. Et j'ai 2 cas fortement suspects à l'île des Pins avec des lésions toxiques typiques, mais je n'ai pas réussi à obtenir un prélèvement d'algues. On va regarder la courbe épidémique. On voit que ça a duré quand même assez longtemps. Les chiffres, c'est les semaines. Ça a duré 3 mois. On a découvert la maladie à la semaine 42 de l'année 2017. Il y a eu la fermeture de la baignade, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Maintenant, on va voir un petit peu en détail les résultats de l'étude de l'enquête clinique. Alors, on a regardé un petit peu les catégories, hommes, les enfants, les adultes, les touristes, les natifs de Lifou ou pas. On pense que ça reflète, alors il y a des disparités, on pense que ça reflète quand même les usagers de la plage. Peu de femmes se baignent, il y a quand même pas mal d'enfants, mais la seule particularité, je pense, c'est quand même la prévalence importante chez les hommes. On verra peut-être pourquoi. On trouve effectivement une atteinte génitale dans 92%, avec parfois une extension au périnée, avec l'anus, les fesses aussi, qui sont également assez touchées, et au niveau cutané et oculaire. Les lésions sont de type flicténulaire dans 40% dans les 2 sexes, mais il y a des différences après homme-femme, avec des lésions plutôt papuleuses et vésiculaires chez l'homme, et plus de sensations de brûlure chez la femme qui s'accompagnent souvent de larges flictènes. La guérison est sans séquelles dans à peu près 1 semaine, parfois un petit peu plus. Et il faut noter qu'on a quand même 3 personnes qui l'ont eu 2 fois, ce qui prouve bien que c'est bien une dermatite toxique, et non une dermatite bactérienne, si on en avait un doute. Alors voilà une diapo la plus sympa du diaporama. Comment reconnaître les lésions? Donc ici on voit sur des testicules des éléments papulaires, un peu vésiculaires, qui vont évoluer quelques jours, 1 semaine après avec des érosions. Au niveau du sillon baino-prépucial, on a des flictènes assez importantes sur ces 2 personnes. Et il y a aussi des lésions au niveau du gland, avec des lésions papulaires et parfois des espèces de flictènes qui apparaissent, en particulier près du méa. En termes de fréquence, 30% d'atteinte au niveau des testicules, 40% au niveau de la verge, 42% au niveau du gland, et la zone du BA est quand même assez fréquemment touchée, en 14% des cas. Alors la question qui nous brûle tous les lèvres, pourquoi cette spécificité des parties génitales? Il y a l'hypothèse des algues piégées par le maillot, c'est ce qu'on trouve dans la littérature. Effectivement, j'ai un cas d'une jeune fille qui avait porté son maillot de bain, le haut du maillot de bain assez longtemps, et qui a eu des lésions au niveau de la base des seins. Mais à l'inverse, j'ai eu quelqu'un qui s'est baigné tout nu, le cas de Ponériouin, et qui a quand même eu des lésions. L'hypothèse la plus probable, c'est quand même que l'eau, le jus d'algues, en fait, dans lequel sont les toxines, parce que ce n'est pas l'algue directement, c'est vraiment la toxine qui est dissoute dans une espèce de gel autour de l'algue, qui est piégée dans les plis des zones. Et effectivement, le sexe ratio, avec chez les hommes beaucoup plus de plis que chez la femme, peut-être explique qu'il y a une majorité d'hommes. Les localisations, même au niveau de l'homme, qui est une très forte atteinte du sillon balano-prépucial, montrent que ça pourrait être en faveur de cette hypothèse. On peut aussi émettre l'hypothèse qu'une toxine est piégée un petit peu par la pilosité. J'ai effectivement un cas au niveau des aisselles, mais bon, c'est pas certain. Et enfin, c'est probable qu'une peau plus fine à ces endroits permette à la toxine d'atteindre la base cellulaire plus facilement. D'ailleurs, dans la littérature, ils disent que au niveau des muqueuses cutanées, c'est souvent les lèvres qui sont touchées. Nous, on n'a eu qu'un seul cas, on verra un peu plus tard. On continue l'enquête clinique, et là, je vais vous montrer quand même un cas clinique qui n'a jamais été écrit dans la littérature, qui est une kératite bilatérale majeure. Les conjonctivites sont décrites très fréquemment. Par contre, une kératite de cette ampleur, on n'avait jamais vu. Donc c'est quelqu'un qui a consulté pour une conjonctivite le matin et qui est revenu à 4 heures parce qu'il avait des douleurs horribles. Donc on a fait un test à la fluorescéine, et donc il a l'œil, ce que ça donnait sur l'œil droit et sur l'œil gauche. Et en l'examinant, même au niveau des lèvres aussi, il avait des sensations et il y avait des petites lésions. En fait, c'était un pêcheur à l'épervier qui, le matin, avait pêché, et dans une zone où on savait qu'il y avait des algues, et après a voulu nettoyer son filet. Et donc, il a accroché son filet et l'a secoué pour faire tomber les algues.
Et après avoir eu ce patient, j'ai été chez lui et effectivement, j'ai retrouvé des algues Limbia sur son filet. Et devant la zone où il avait pêché, effectivement, il y avait plein de Limbia. Il se trouve que l'étudiant de l'IRD on a fait les prélèvements le lendemain de cet épisode. Et c'est dans ces prélèvements qu'on a identifié les deux toxines, la Limbia toxine A et la Aplysia toxine, qui sont responsables des lésions cutanées. On va voir aussi quels sont les diagnostics qui ont été évoqués avant d'avoir découvert la maladie. On voit qu'effectivement, il y a beaucoup d'IST, à peu près un tiers des cas, des tas de diagnostics assez variés, beaucoup d'examens complémentaires, beaucoup de traitements inutiles. Je pense que j'ai sauvé 2-3 couples avec ce diagnostic de Limbia, parce qu'il y avait des gens qui commençaient à s'engueuler. L'autre piège, c'est que ces symptômes apparaissent de manière retardée. Quand on regarde, la plupart décrivent des lésions, des brûlures qui apparaissent dans la nuit, qui les réveillent, des brûlures intenses. Après, il y a quand même des gens qui disent qu'en sortant de l'eau, ça les gêne. Ils ont une gêne, mais il n'y a pas encore de lésions observables. Donc des symptômes trompeurs. On a essayé d'évaluer le risque de se baigner. Quel était le risque d'avoir la maladie quand on se baignait sur la plage, sachant que les algues n'étaient pas présentes partout. Et comme la toxine est dans de l'eau, on pouvait se demander si elle ne se diluait pas et qu'elle ne pouvait pas atteindre des zones où il n'y avait pas d'algues. On a fait une première approche avec une évaluation subjective en posant la question aux patients, est-ce que vous avez vu des algues quand vous vous êtes baigné ? 64% des patients répondent oui. On a essayé d'être un peu plus objectif en reconstituant les zones d'exposition en fonction du temps. On s'est appuyé pour ça par 2 méthodes. Des images satellites. Il faut savoir qu'il y a des programmes satellites européens, le Sentinel-2B, qui proposent des images toutes les 2 fois par semaine en général, avec une définition de 10 mètres. Et on voit d'ailleurs sur la... Je ne sais pas si j'ai le pointeur. Voilà, ici, vous voyez, ici, vous voyez une zone noire en fait, qui correspond au dépôt d'algues. L'autre méthode pour attester la présence d'algues, c'est qu'on s'est intéressé aux photos, à nos photos personnelles. Et puis, quand on a découvert la maladie, on a été régulièrement sur la plage. Et effectivement, on a pu, comme ça, reconstituer une timeline avec la présence des algues sur les 4 secteurs de la plage. Donc, les zones en grisé, ce sont les zones où les algues ont été prouvées. Les points correspondent aux cas. Et les cases blanches correspondent aux zones où les photosatellites, la nébulosité ne permettait pas de savoir. Et donc, on a regardé la proportion, et donc 96% des cas de dermatite surviennent dans des zones où il y a des algues qui ont été décrites, même si les patients n'en ont pas forcément vu. On a aussi pu évaluer le taux d'attaque moyen, parce qu'on a documenté des cas groupés de baignade où tout le monde ne l'a pas eu. Et donc, à partir de 18-20 de gens groupés, entre 2 et 7 personnes, on a pu calculer ce taux qui vaut ce qu'il vaut, mais qui est de 79%. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se baignent dans des zones côte à côte, et il y en a un qui va l'avoir et pas l'autre. On a documenté aussi des cas sans baignade. Alors là, par exemple, on a vu le pêcheur, mais il y a aussi la personne qui a fait du kayak. Il y avait un petit peu d'eau au fond de son kayak, ça a suffi. Ou une personne assise sur la plage, où il y avait des algues un petit peu en bord de plage, un peu humide, et donc il y a eu les lésions. Un cas assez exceptionnel d'une personne qui a nettoyé son filet, et en secouant son filet, ça a projeté un espèce de jus d'algues à travers 2 couches de vêtements, et la personne a eu des lésions 2 jours après. Une exposition courte suffit, puisque en bout de 3 minutes suffisent. J'en ai fait l'expérience parce que j'ai fait des prélèvements, je connaissais le risque. Je me suis rincé tout de suite à la sortie en sortant de l'eau, j'ai repris une douche à la maison et j'ai eu des lésions 2 jours après. Le rinçage précoce ne suffit pas, comme je venais de vous le dire, mais par contre, il semblerait quand même que ça diminue un petit peu le nombre de lésions. C'est-à-dire que des gens qui ont gardé leur maillot toute l'après-midi et le soir vraiment ont eu des lésions majeures. Donc on est vraiment en face d'un problème de toxine assez puissante. L'enquête environnementale a montré d'abord la présence des dermatotoxines. C'est un petit peu ce qui nous manquait dans la preuve de la pathologie. Donc ça a été fait par l'Université de la Nouvelle-Calédonie avec l'étudiant qui a montré donc la Limbia toxine A, la Débromo-Aplysia toxine, qui sont très bien décrites dans la littérature. Donc ça a été fait en HPLC. L'étude Cyclade, qui a fait des prélèvements de cyanobactéries vraiment un peu dans le Pacifique en Nouvelle-Calédonie, sur un prélèvement mais qui date d'après l'épidémie, en fin 2018, a mis en évidence 2 nouvelles toxines qu'ils ont décrites, là, un article qui est en cours de publication. Ça a été fait par l'Université de Galway.
la collecte des cyanobactéries. L'étude est en cours. Il y a une étude génétique pour essayer de faire une espèce d'arbre généalogique un petit peu de ces cyanobactéries. Et on n'a pas encore les résultats. Enfin, on a fait des dosages de nutriments un petit peu dans la baie de Châteaubriand. On a comparé avec une baie où il n'y avait pas d'algues. Et on a montré effectivement que cette baie, il y a un enrichissement en nitrate et en phosphate. On a cartographié les zones sensibles. On a repéré en fait des zones qui sont des zones de pousse et qui, d'ailleurs, au cours des années suivantes, ont montré qu'elles ont commencé à se propager. Et puis, ça n'a pas pris. Elles n'ont pas été suffisamment importantes pour en retrouver sur la plage. On a montré aussi que du coup, les images satellites étaient quand même un très bon outil pour repérer ces zones et pour les surveiller. Et que les mouvements d'algues étaient en fonction du secteur du vent, mais il y a quand même quelques anomalies. Donc je pense qu'il y a une étude hydrodynamique qui manque un peu pour essayer de comprendre un peu comment bougent ces algues, ces dépôts d'algues. Au final, l'étiologie n'est pas très claire. Il y a des facteurs favorisants, on l'a vu, mais il y a certainement eu des causes climatiques exceptionnelles, puisque ça ne s'est pas reproduit les années suivantes. Les deux hypothèses principales, c'est un cyclone tardif qui a lieu en mai. Alors ça, c'est décrit dans la littérature, parce que ces vents assez violents remuent tous les sédiments et remettent en suspension les nutriments en donnant un terrain favorisant un petit peu à ces blooms. L'autre phénomène qui a eu particulier cette année, c'est une sécheresse très intense. C'est pareil, il y a des associations qui sont décrites sans qu'on ait vraiment d'explication pourquoi la sécheresse favorise ce genre de bloom. Je rappelle aussi, je ne l'ai pas dit, en fait, c'était une photo qui va être un peu plus tôt, c'est que c'est une zone, la zone de Louchila, la zone où il y a eu énormément d'algues, c'est une zone où il y a des émergences d'eau douce. En fait, il y a une lentille d'eau douce sous l'île et qui va et de l'eau douce en fait arrive un petit peu dans la baie. D'ailleurs, on voit quand on se baigne, il y a une différence de salinité, de température, et c'est probablement un facteur qui a permis d'apporter des nutriments pour ces cyanobactéries. En conclusion, c'est une pathologie bénigne, où elle guérit sans séquelles. Enfin, on voit quand même qu'il y a quand même des formes un peu sévères, mais elle a un caractère assez trompeur à cause, on l'a vu, du délai. Et par contre, j'espère vous l'avoir montré, qu'elle a quand même des symptômes, enfin des lésions assez caractéristiques, qui sont assez faciles à reconnaître. Et plutôt que de s'égarer dans des IST, on peut l'évoquer si les gens se sont baignés. On est quand même en face d'une toxine quand même assez puissante. Au niveau de la prévention, il y a évidemment la fermeture de la baignade qui a été faite. Je ne suis pas certain que ça soit la meilleure solution, parce qu'on a vu que ça a duré quand même assez longtemps. Je pense qu'en informant la population, qui sait reconnaître un petit peu les algues sur le bord de plage, et puis ou en balisant par des services de la mairie, on peut maintenir une baignade ouverte dans une baie quand les algues sont juste dans une partie de la baie. On peut donc se baigner en zone saine. Il faut savoir que le risque sous l'eau est nul. On a fait énormément d'exploration, on a nagé au-dessus des algues, on n'a jamais eu aucune lésion en nageant sur des algues qui sont fixées sur le fond. À l'inverse, le jus d'algues pour les pêcheurs est vraiment extrêmement toxique et il faut vraiment qu'il y ait une prévention sur ces gens qui manipulent des filets. On a montré en fait que les images satellites peuvent être un très bon outil pour détecter ces blooms et intervenir en amont des dépôts, puisqu'on les voit en fait pousser sur les zones sableuses, on les voit très très bien, et on a toujours du coup quelques semaines d'avance avant que ces algues se détachent et pour pouvoir avertir la population. Dans cette épidémie, les causes du bloom sont incertaines, probablement un facteur climatique exceptionnel, mais il faut savoir que la fréquence de ces blooms sont vraiment de plus en plus en pleine expansion dans le monde. C'est probablement lié au réchauffement climatique et à l'anthropisation du littoral, c'est-à-dire l'urbanisation du littoral avec des déchets usés et l'action de l'homme. Voilà, je vous remercie de votre attention et cette diapositive, il y a tous les gens qui m'ont aidé dans cette étude.